Merci. Bonsoir à tous et toutes. Bon, je réalise que je suis la seule chose entre vous et l'apéro, donc je ferai en sorte d'être rapide. Donc je suis là pour vous faire prendre un petit peu de la hauteur après cette journée d'information sur les catastrophes naturelles et de peut-être regarder notre planète depuis l'espace. Et pour cela, nous partons en voyage. Nous prenons une fusée qui va nous amener jusqu'à 30 000 kilomètres d'altitude où nous pouvons voir la Terre ainsi. Cette image, c'est en fait la première image de la Terre dans son entièreté et sans avoir une face de nuit, si vous voulez. C'est une image qui a été prise par les astronautes de la mission Apollo 17 en allant vers la Lune. Et elle est vraiment mythique, cette image. Elle s'appelle The Blue Marble. C'est une image qui est extrêmement sentimentale pour moi, je dirais, et pour beaucoup de personnes, parce que c'est une des images qui a engendré le mouvement de protection de la planète. Et aussi au niveau technique, parce que connaissant aussi toute l'ingénierie spatiale qu'il y a derrière la mécanique orbitale, c'est pas forcément évident de pouvoir prendre une photo de la Terre ainsi. Mais en vérité, c'est pas véritablement la première image qui a été prise de la Terre. Les premières images de la Terre, elles ont été prises en 1946, mais beaucoup, beaucoup plus proches. Et en 1954, la première image en couleur. Mais celle-ci et une autre que je vais vous montrer juste après, qui a été prise par William Anders, sont vraiment les images qui restent ancrées dans nos mémoires. Cette deuxième image, c'est celle-ci. Et c'est mon image préférée de toute l'exploration spatiale, ce qu'on appelle un lever de terre, the Earthrise. Et vous voyez ici, donc c'était les astronautes de la mission Apollo 8, donc les premiers à avoir fait le tour de la Lune. Et l'astronaute William Anders, il a pris cette photo le 24 décembre 1968 et décrivait la Terre comme une boule de Noël, finalement, qui est dans l'immensité de l'espace. Et il a dit ces mots. We came all this way to explore the moon, and the most important thing is that we discovered the Earth. Donc, dans l'exploration spatiale et dans l'exploration de la Terre, on oublie que finalement, cette boule, elle est cachée, elle est perdue dans l'immensité de l'espace. Et c'est ce type d'image, ou l'image que je vous montrais avant de The Blue Marble, qui nous rappelle qu'il faut vraiment la protéger. Donc ça, c'était vraiment le commencement de l'observation de la Terre. Mais maintenant, ça se fait beaucoup plus proche. Pour ça, il faut qu'on se rapproche beaucoup plus de la Terre et on se retrouve en Low Earth Orbit, donc en orbite basse, qui sont des orbites qui sont décrites par l'Agence spatiale européenne en dessous de 1000 km d'altitude. On a tendance à décrire le début de l'espace par la ligne de Kármán, qui est à 100 km d'altitude. Et donc, entre 100 km et 1000 km, vous pouvez trouver différents types de satellites. Et ceux qui nous intéressent ce soir sont les satellites d'observation de la Terre, la Station spatiale internationale où se trouvent la plupart des astronautes, et les satellites météorologiques. Donc, vous voyez, la vue est très différente depuis ces orbites. Je pense que vous arrivez à reconnaître facilement le pays qui est sur cette image. Mais si on est à d'autres endroits de la Terre, c'est beaucoup moins facile de pouvoir se repérer. Les satellites qui sont en orbite à cette altitude, ils tournent à 7,8 km par seconde. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle, mais en fait, ça correspond à 28 000 km/h. Donc, c'est quelque chose qui est très, très rapide. On a aussi beaucoup de problèmes de débris spatiaux à ces altitudes. Et si je dois vous dire qui sont finalement les personnes qui envoient ces satellites, au début, c'était principalement des missions gouvernementales, mais maintenant, il y a aussi les privés qui commencent à envoyer ce type de satellite, ce type de constellation. D'ailleurs, SpaceX a fait un de ses tests de vol de la Starship aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais particulièrement, ce que j'aimerais vous parler, c'est le programme Copernicus et de l'Agence spatiale européenne, parce que c'est avec eux que j'ai justement travaillé. On parlait des missions Sentinelle. Donc, le programme Copernicus de la Commission européenne, il a pour but d'utiliser les données d'observation de la Terre pour différents objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il a fallu envoyer un certain nombre de missions qu'on appelle les missions Sentinelle. Ces missions Sentinelle, elles servent à quoi exactement? Et en général, les satellites d'observation de la Terre, elles permettent d'avoir des données météorologiques qui vous donnent la météo tous les soirs sur la RTS, des données environnementales, dont je pense que vous avez parlé beaucoup aujourd'hui, la gestion de situations de crise, qui est le sujet de cet après-midi, notamment les catastrophes naturelles. Mais aussi, on n'y pense pas forcément, ces données, elles sont applicables pour beaucoup d'autres choses, comme les gestions de ressources, les épidémies, la détection de feux de forêt, la détection de déforestation illégale,
etc., etc. On pourrait en parler pendant des jours et des jours de toutes les applications qu'il y a pour les données d'observation de la Terre et à quel point ils sont importants. Je pense que vous n'avez peut-être pas rentré dans la technique et la technologie des satellites d'observation de la Terre, mais je vous ai trouvé cette image qui pour moi explique plutôt bien les choses si vous voulez vous donner une idée de comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez un spectre électromagnétique, parce que la lumière qu'on voit, les ondes radio par lesquelles on écoute les radios ou les infrarouges, les UV dont on parle, sont tous finalement de la lumière. C'est les ondes électromagnétiques qui sont à différentes longueurs d'onde que vous voyez sur ce spectre. Et à bord de ces satellites, on va mettre différents systèmes, différents types de caméras, si vous voulez, qui vont capter différentes bandes de ce spectre. Et en fonction de là où on regarde, de quelle longueur d'onde, quelle bande on regarde, on a beaucoup d'applications différentes. Et ici, vous voyez ce graphique de l'Agence spatiale européenne qui vous montre, par exemple, à 10 microns, on va pouvoir voir, par exemple, les surfaces comme les lacs, la land surface, la sea surface, donc tout ce qui est eau, ou la détection de feu ou de neige. Et bien plus loin, on va avoir les glaciers, par exemple, donc on va pouvoir analyser et détecter. Donc j'ai cherché, comme c'était le sujet de la journée, les tornades, et puis s'il y avait certaines données qui étaient intéressantes. Et j'ai trouvé notamment cet événement du Kentucky de décembre 2021, qui est un des événements les plus meurtriers des tornades aux États-Unis. Et la NASA, en fait, en travaillant avec d'autres sociétés comme Maxar qui font de l'observation de la Terre, a donné ces images. Donc en fait, sur cette image, par exemple, vous pouvez voir ce qu'on appelle la tornado track. Donc là où les tornades, parce que plusieurs tornades se sont formées, sont passées à travers le Kentucky. Mais ils ont aussi utilisé les images pour évaluer les impacts. Et ces prochaines images vous montrent le avant-après. Donc là, vous avez par exemple une image d'une ville avant et après les passages des tornades, sur la droite et sur la gauche. Et ces images, elles sont souvent utilisées justement pour évaluer l'impact des catastrophes naturelles et pour pouvoir aussi manager les ressources pour répondre aux besoins de la population après ce type d'événement. Donc les tornades en tant que telles ne sont pas détectables par satellite, mais en revanche, on peut détecter certains événements qui peuvent les engendrer, comme les ouragans, comme les tempêtes en amont. Donc là, je vous ai parlé surtout de présence robotique, si on veut le dire, ou non habitée autour de la Terre, mais il y a aussi le regard de l'humain. La Station spatiale internationale, dans ses orbites basses, donc à 400 km au-dessus de nous, permet d'avoir vraiment une vue privilégiée de notre planète. Et Thomas Pesquet, qui est l'astronaute français qui est allé à 2 reprises à bord de la station spatiale, a publié plusieurs livres où il publiait certaines des images qu'il pouvait prendre. Donc, certaines des images sont absolument magnifiques. Vous voyez celle du milieu, par exemple, un fleuve en Malaisie. Mais il a aussi pu prendre des images de l'impact du réchauffement climatique sur notre planète et notamment de certaines tempêtes. Donc, vous avez l'ouragan Ida, par exemple, ici, où il a pu prévoir aussi l'œil du cyclone. Et en voyant cet ouragan, il a dit « On sent qu'il y a une puissance thermique, mécanique. C'est vraiment une usine. » Après, quand on passe au-dessus, moi j'ai pris des photos pile dans l'œil du cyclone. Et là, on voit des murs de nuages sur des kilomètres de haut qui tournent. Et on se rend compte de la puissance finalement de ces catastrophes naturelles, comme on a pu voir sur les images de la chaux de fond. C'est quelque chose qu'on a besoin de voir pour réaliser. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne se rend pas compte, le spatial parfois se résume sur nos actualités au tourisme spatial, mais c'est bien d'autres choses. L'observation de la Terre, aujourd'hui, on estime que 50% des données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies proviennent d'observations satellitaires. Ce que ça signifie, c'est qu'environ la moitié des variables climatiques sont en fait uniquement mesurables, visibles depuis l'espace. D'où l'urgence de continuer ce type d'activité et de les développer pour pouvoir répondre aux besoins qu'on a sur Terre et notamment au niveau des catastrophes naturelles. Un exemple pourrait être par exemple la détection de feux de forêt, je vais vous en parler un peu plus juste après. Donc j'ai eu la chance de passer quelques mois à l'Agence spatiale européenne à Rome, qui est le centre de l'observation de la Terre, et l'ESA et l'Agence spatiale européenne qui a un des réseaux d'observation de la Terre les plus développés au monde. Et j'ai travaillé dans un laboratoire qui vise à utiliser des dernières technologies comme l'intelligence artificielle ou le quantum computing à bord des satellites pour pouvoir faire progresser notre réactivité.
Donc si je vous reprends cette image, cet exemple des feux de forêt. Aujourd'hui, les satellites peuvent effectivement détecter des feux de forêt, mais au bout d'un certain temps, et puis ça prend plusieurs heures avant qu'on puisse contacter par exemple les services d'urgence. Donc c'est pas vraiment un service de détection, la détection se fait vraiment sur Terre, ce sera plus un service d'analyse après l'accident ou pour coordonner les pompiers au sol. Aujourd'hui, si nos satellites avaient une intelligence à bord qui leur permettait d'analyser eux-mêmes les données, les images qu'ils prennent, on pourrait utiliser ces constellations de satellites pour avoir directement des messages d'urgence qui sont envoyés au sol pour déployer plus rapidement les secours en cas de différents types de catastrophes. Donc c'est pour ça que ce type aussi de recherches sont extrêmement intéressantes et sont de plus en plus nécessaires à la vue de l'augmentation des catastrophes naturelles que nous voit sur Terre. On a aussi une inclusion des entreprises privées. J'en parlais au début, et les missions Sentinelle sont bien entendu des missions gouvernementales, mais elles sont sous-traitées à de nombreuses industries, notamment suisses, et il y a de plus en plus de volonté à ce que les industriels puissent aussi envoyer les satellites, parce que simplement ils peuvent le faire plus rapidement, mais aussi il y a une économie en orbite qui pourrait se créer, une économie positive. Donc je souhaitais terminer cette présentation et cette journée avec justement quelques mots de Thomas Pesquet qui a écrit un livre, Ma vie sans gravité, que j'ai lu ces derniers mois. Et je souhaitais vous en lire un passage pour vous laisser ensuite partir et réfléchir à ces quelques lignes. Seul ce que nous pouvons nous représenter, ce que nous pouvons ressentir, nous touche vraiment, nous émeut, nous incite au changement ou à l'action. Nous sommes des animaux sensibles, le monde nous parle par nos sens, par nos émotions, pas par notre intellect. En allant dans l'espace, on a la chance de prendre du recul et on a soudain l'opportunité de mettre la Terre à une échelle dont on peut faire l'expérience avec ses propres sens. C'est visible. Ici, je vois de mes yeux, comme la Terre est un tout, comment les courants d'un côté de l'océan parviennent jusqu'à l'autre. Tout est à mon échelle, à présent. La Terre est une incroyable oasis au milieu du plus hostile et immense des déserts, grâce à une bulle de savon qui semble pouvoir exploser en un rien. Je pense que ces quelques mots donnent aussi l'importance du regard de l'homme et de la femme en orbite et cette prise de conscience pour la protection de nos planètes afin de limiter les catastrophes naturelles comme on a pu voir cet après-midi. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle soirée.